plus confronté avec mes confrères à des problèmes, à des dossiers qui présentent des éléments d'externalité. On a de plus en plus de Français qui résident à l'étranger, on a de plus en plus d'étrangers qui vivent en France. Et donc fatalement, on est amené à signer de plus en plus de contrats à coloration internationale. On peut avoir des situations qui ne présentent pas de prime abord un faciès international et ne présentent pas des difficultés à caractère international. Mais les personnes, les clients qui sont face à nous sont appelés à bouger de plus en plus. Et le problème international, on est censé presque l'anticiper, ce qui est évidemment d'autant plus difficile pour notre profession. Alors les problématiques qu'ils vont rencontrer sont les suivantes. C'est que le règlement sur les régimes matrimoniaux en fait renforce de manière assez drastique les règles de forme applicables aux régimes matrimoniaux. Et lorsqu'un notaire reçoit un contrat de mariage international ou fait une élection de loi applicable au régime matrimonial dans un contexte international aujourd'hui, il ne doit pas penser uniquement au droit français, mais il doit penser aussi éventuellement aux règles de forme qui pourraient s'imposer dans les autres pays qui ont un lien avec ce contrat, et notamment les pays de la résidence habituelle des époux ou le pays de la loi qu'ils vont désigner. Si vous avez une personne qui est française, qui réside en France et qui veut faire un contrat de mariage pour résider à l'étranger par la suite et se marier et vivre à l'étranger, même en dehors de l'Union européenne, il faudra que ce contrat soit nécessairement passé en la forme française, ce qui posera des difficultés pour un notaire français, notamment lorsque ça sera un contrat de mariage américain, qu'on appelle un prenuptial agreement, où les époux vont prévoir les conséquences financières de leur divorce. On a été confronté depuis l'entrée en vigueur du règlement à ce type de situation où des notaires français ont été obligés de recevoir en France des contrats de mariage qui avaient été préparés aux États-Unis, parce que s'ils ne l'avaient pas fait, dans la mesure où l'un des époux habitait en France, ces contrats auraient été nuls vis-à-vis de la France, peut-être pas vis-à-vis des États-Unis, mais avec une nullité qui traîne dans le contrat, un avocat américain aurait pu trouver n'importe quoi. Donc il fallait mieux qu'il soit validé en France et parfaitement valable en France. Et donc on a vu des modes différents de réception de ce type de contrat. Dès lors qu'il va recevoir un contrat, le notaire a un acte solennel comme un contrat de mariage, il engage sa responsabilité par rapport au contenu. Donc là, est-ce qu'il peut dégager sa responsabilité dans la mesure où ce n'est pas lui qui a négocié ce contrat? Il y a aussi d'autres règles qui prévoient la possibilité de remettre en cause le contrat de mariage en application de la loi de la résidence d'un époux au moment où il va remettre en cause le contrat. C'est-à-dire que c'est imprévisible à l'avance. Et par rapport à ça, je pense que dès lors que les époux vont potentiellement circuler, le notaire doit être très vigilant en France, même si c'est un contrat franco-français, et si les époux ont vocation à voyager dans le monde, faire attention à ce que des règles de base, notamment des pays anglo-saxons, soient respectées, que chacun des époux soit représenté dans le cadre de la signature de son contrat par un représentant neutre, qui peut être un avocat, un notaire, et que chacun des époux, même si ce n'est pas un truc du tout qu'on a l'habitude de faire en France, donne des informations sur sa situation patrimoniale au moment de la signature du contrat, parce que c'est des éléments essentiels de consentement dans certains droits étrangers. Donc si vous signez un contrat de séparation de biens classique en France et que vos deux Français ils vont par la suite s'installer à Hong Kong et que personne n'a donné d'informations sur l'état de son patrimoine à ce moment-là, le juge de Hong Kong il considérera ce contrat comme nul parce que le consentement n'a pas pu être donné de manière éclairée par l'époux au moment du contrat, dans la mesure où il ne connaissait pas la situation patrimoniale de l'autre. On ne sera pas co-rédacteur. De prime abord, on a deux rôles qui sont complémentaires, mais un rôle en amont pour l'avocat et un rôle de rédaction pour le notaire, en tout cas dans certains cas de figure. Donc à mon sens, mais là je parle sous le contrôle d'Alexandre, il n'y aura pas de co-rédaction avocat-notaire. Ah oui, là-dessus on a chacun un rôle qui est un rôle totalement complémentaire dans le cadre de la rédaction du contrat. Si on veut avoir des contrats français qui circulent, il faut que le contrat il soit un petit peu détaillé. Il faut que le contrat de séparation de biens qui renvoie aux dispositions du Code civil, un juge étranger, il n'a pas le Code civil français. Il n'a pas accès à la jurisprudence française pour l'interpréter. Donc il faut que le contrat de séparation de biens
il détaille ce que c'est qu'exactement que la séparation de biens, les conditions, les conséquences et le reste. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et là-dessus, le travail de l'avocat et du notaire est complémentaire. Parce que c'est vrai que, d'une certaine façon, pas tout à fait d'accord avec Stéphane, c'est un peu une co-rédaction en fait. Et après en termes de responsabilité, la responsabilité de l'avocat elle peut être engagée aussi bien que celle du notaire. L'avocat il va apparaître dans le contrat comme conseiller des parties. Et le notaire prendra bien soin d'indiquer dans le contrat, puisque ça peut être une condition de validité à l'étranger, que les parties ont été conseillées par un avocat. Donc si les parties ne sont pas contentes et se retournent, elles se retourneront contre leur conseil, que ce soit autant l'avocat que le notaire d'une certaine façon. La première proposition qui a été faite vise à une codification du droit international privé. Il y a un groupe de travail actuellement à la chancellerie et ça serait un apport très important aussi bien pour les avocats que pour les notaires. Il faut vraiment qu'on acquiert des réflexes en droit international privé, les uns comme les autres, et tous ces instruments qu'on commence à mettre en œuvre. On a parlé de la codification, nous dans le notariat on a aussi un guide du droit comparé qui va paraître. Tous ces éléments sont destinés à améliorer le quotidien des praticiens qui sont confrontés à des problèmes de droit international privé et à une relative méconnaissance de ces règles.